Solution Donc une solution d'identité numérique de confiance. Bien, Renaud, c'est à toi. merci beaucoup. Je vais passer rapidement la phase d'introduction. Voilà. Donc, je vais essayer de vous présenter tout l'écosystème, pas seulement pour les entreprises, mais éventuellement aussi la partie utilisateur. Mais vous avez déjà eu a priori une présentation, donc ça sera très rapide. Même si néanmoins, des discussions que l'on peut avoir avec la NTS, aujourd'hui, le wallet Fin qui est proposé et qui est... Ah, pardon. Voilà, ok. Et donc, même si le wallet Fin aujourd'hui qui est proposé est peut-être pas utilisé par l'ensemble des personnes, je crois qu'on est à 1 400 000 utilisateurs à l'heure actuelle. Alors, en tout cas, le jour où il y a eu la présentation, il y en a quand même un nombre très certain qui se sont connectés et En qui, parallèle. voilà, pendant la présentation. Ouais. Exactement. Alors après, je reviendrai un petit peu dessus, même si c'est pas forcément le sujet. Et puis il y en a qui parlent beaucoup mieux de cette solution, mais elle reste quand même importante dans le sens où elle fait, enfin en tout cas, elle s'inscrit dans cet écosystème de confiance puisqu'elle est fournie par l'État et qu'elle s'appuie sur notre carte d'identité numérique. Et c'est là où effectivement on arrive un petit peu aux limites, c'est qu'aujourd'hui, la carte d'identité numérique n'est pas déployée dans la totalité de la population française, ce qui veut dire que l'application FIN n'est pas possible, n'est pas utilisable pour l'ensemble des citoyens français. Alors, une petite introduction d'Archipel. On est une société qui a été fondée par, à l'origine, EDF et Engie, et se sont greffés dans ce consortium la Caisse des dépôts et consignations, l'Imprimerie nationale et la Poste. Voilà, que des petits acteurs, mais qui nous ont permis justement de mettre en place je dirais les fonds suffisants pour pouvoir développer une solution basée sur la blockchain, puisqu'à l'origine, quand EDF et Engie ont créé cette société, c'était vraiment fournir une blockchain qui permettait d'ancrer les documents générés par EDF et Engie. Donc, toutes les attestations, les justificatifs, domicile, factures sont ancrés par millions dans la blockchain. Puis, une orientation a été faite plutôt vers une utilisation plus large et notamment le wallet, puisque vous voyez les logos en bas, il y a plusieurs consortiums, EWC, Potential, Trust4You, pour ne citer qu'une partie parce qu'il y en a plusieurs autres, qui sont des consortiums autour du wallet. Je reviendrai un petit peu plus en détail. Et donc, l'idée, c'était de se baser sur la notion euh, de, de la blockchain pour, je dirais, coller à l'idée du SSI, Self-Sovereign Identity, qui est vraiment l'idée de permettre aux citoyens de reprendre possession de ses données personnelles. Voilà. Alors, au niveau du wallet, on s'appuie sur ADAS2 qui permet justement je dirais, d'avancer sur ce sujet et d'écrire, je dirais, les grandes lignes de ce qui est possible et attendu en termes d'identification et d'authentification électronique. Et le but, je dirais, qui est orienté par l'Union européenne, en tout cas la Commission européenne, c'est de trouver une solution, de mettre en place des solutions pour fluidifier les échanges de personnes physiques et les échanges de personnes morales au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, la grande problématique que l'on rencontre, c'est effectivement des personnes qui vont d'un pays à un autre et qui peuvent se retrouver confrontés à des vérifications de documents ou peut-être un travailleur étranger qui vient travailler en France ou qui vient louer
peut-être une voiture en Espagne et autres. Et la problématique est de s'assurer que les documents qui sont présentés, en tout cas utilisés lors de ces démarches, sont des documents authentiques. Alors, bien entendu, on rencontre énormément de fraudes et l'idée, c'est à la fois de fluidifier, mais aussi de réduire la fraude. Tout ceci dans un écosystème où les données seront protégées et sécurisées, les échanges sécurisés. Dans les grands jalons, aujourd'hui, après l'adoption de IDAS 2, on est vraiment dans une phase d'expérimentation, parce que comme c'est quand même un sujet assez novateur, on a encore beaucoup de découvertes à faire, euh, alors aussi bien sur la partie individu que sur la partie entreprise, parce que en fin de compte, même si on a déjà des idées assez claires pour l'individu sur les cas d'usage, pour les entreprises, c'est un peu plus complexe parce qu'on se rend compte, en tout cas quand on creuse un petit peu, on ne connaît pas forcément tous les cœurs de métier et tous les besoins qui peuvent venir et pour lesquels justement le wallet pourrait répondre à ces problématiques. Je donnerai quelques exemples, mais ce sont à la fois pour des problématiques de fluidification, de euh, je dirais conformité, aussi d'identification des personnes. Et justement, on revient sur ce sujet, encore une fois, sur la fraude, principalement de la fraude bancaire. En tout cas, bancaire, c'est pas forcément fraude auprès des banques, mais ça va être des usurpations, par exemple, d'entreprises, ou lorsqu'il y a une société qui va payer son fournisseur, à ce moment-là, on a des personnes qui viennent je dirais, s'insérer dans les communications et qui vont se faire passer soit pour le fournisseur, ou soit éventuellement vont réussir à insérer un IBAN, par exemple, pour récupérer l'argent du versement qui doit être fait normalement au fournisseur. Donc là, on voit les jalons, donc la phase d'expérimentation, et je dirais le plus important, c'est ce qui est prévu officiellement, c'est que au moins en 2026, les États doivent proposer au moins un wallet d'identité numérique. Alors quand on dit un wallet, c'est au moins un par pays, mais pas que, sachant que on a toujours cette distinction entre le wallet d'individu et le wallet d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, sur le wallet d'individu, ça va plutôt être le wallet étatique de France Identité. En revanche, sur le wallet d'entreprise, on a plusieurs acteurs qui se positionnent dans chaque pays et qui vont proposer des services plus ou moins égaux, mais en tout cas basés sur un écosystème qui sera euh, comment, compatible et interopérable. Et c'est ça où on a vraiment en ce moment beaucoup de réflexions et de travaux qui sont faits au sein de ces consortiums pour s'assurer que tous ces fournisseurs de wallets pourront proposer des services qui seront interopérables d'un pays à un autre. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt, c'est aussi que les échanges transfrontaliers se fassent de la manière la plus sécurisée, la plus fluide. Et donc, si un fournisseur allemand ou, allez, par exemple, un constructeur allemand, Volkswagen, est en relation avec Forcia en France, fournisseur de pièces automobiles, il y a tout un tas de démarches administratives qui sont nécessaires et le fait d'utiliser un wallet permettra de simplifier et de rendre justement les échanges plus rapides et d'éviter la fraude. En tout cas, ce qui est prévu, c'est qu'en 2027, euh, les utilisateurs au travers l'Europe puissent bénéficier du wallet, aussi bien donc, pour les individus que pour les entreprises. Et à terme, il est planifié d'avoir 80% des citoyens en possession d'un wallet d'identité. Alors, sur les consortiums qui travaillent sur ces sujets, donc on a Potential qui est vraiment orienté wallet régalien. Donc en France, on a la NTS qui est sur ce sujet. Donc vous avez déjà eu une présentation a priori sur ce sujet.
Il y a d'autres consortiums, par exemple Vector, il y en a alors, qui est sur un wallet d'entreprise. Je crois que c'est BID, je ne me souviens plus exactement du nom, mais un autre consortium qui est plutôt sur tout ce qui est diplôme et autres. Là, en l'occurrence, ce sont les consortiums sur lesquels on travaille, donc Potential. Il y a Trace4You, qui est un consortium qui est, lui, orienté sur le sujet de traçabilité. On, on est parti à l'origine sur des sujets de traçabilité de batteries de voiture, parce qu'il y a beaucoup de fraudes lorsque la batterie arrive en fin de cycle de vie. Normalement, elle doit être recyclée. Or, on la retrouve dans des cycles de vente. Et l'intérêt, c'est que les batteries, puisqu'elles ont un composant électronique, il est possible d'insérer un wallet, qui serait un wallet lié comment dire, à la batterie elle-même, pour son identité, et qui permettrait justement de tracer du moment où elle est fabriquée jusqu'au moment où elle doit être recyclée, et ce qui permet justement d'éviter de la retrouver dans les cycles de vente. C'est un exemple comme un autre. Après, on est sur des sujets assez, j'allais dire, exotiques, comme la traçabilité du fromage, où là, on parle plutôt de jumeaux numériques. Alors, c'est pas forcément pour de la fraude, mais vraiment dans le sens où, aujourd'hui, si par exemple, on se retrouve avec, je sais pas, une bactérie dans le fromage, c'est de pouvoir remonter toute la chaîne et de savoir à quel moment ça a pu être contaminé et éventuellement prévenir d'autres risques de contamination ailleurs. Voilà. Et enfin, un sujet qui est plus intéressant, je dirais, qui est le consortium EWC, qui lui est concentré sur le wallet d'entreprise, donc le LPID, pour Legal PID, parce que c'est un sujet qui a été un petit peu mis de côté dans les régulations aujourd'hui, et dans les textes de loi, parce que la concentration était plutôt sur le wallet d'individus, donc les citoyens, mais le wallet d'entreprise a tout à fait sa place dans cet écosystème. Et justement, l'idée de ce consortium, c'est de réfléchir au cas d'usage, à tous les problématiques de fraude qui existent aujourd'hui et comment résoudre, tant que possible, ces risques que l'on a identifiés, mais également de travailler sur des cas d'usage, par exemple les PDP ou peut-être les fournisseurs de solutions de signature ou les mises en relation, donc comme je disais tout à l'heure, entre un fournisseur et un client. Donc c'est vraiment tous ces sujets aujourd'hui qui sont traités et dans le futur consortium qui s'appelle WeBuild, qui va commencer en juillet 2025. C'est un prolongement de WC avec une partie aussi de Potential pour étendre ces sujets à éventuellement même du paiement à partir du wallet, entre autres, mais pas que seulement. Sur le wallet, je vais faire une passe très rapide ici puisque vous connaissez le sujet. Donc l'idée, c'est ne plus euh, se baser sur du document, parce que souvent, quand on parle de wallet, beaucoup de personnes font la distinction, ou plutôt l'amalgame avec le wallet que l'on connaît tous dans Apple ou bien Google, donc le wallet qui nous permet de payer, en tout cas pour ceux qui l'utilisent, ou qui permet éventuellement de stocker ses billets ou ses places de concert. Mais là, on est plutôt sur un sujet qui est la donnée structurée, donc la donnée qui compose le document. Là aussi, en opposition avec des wallets qui sont plutôt des coffres-forts. Donc là, l'idée, c'est ne plus transporter un document, mais la donnée qui est la valeur même du document. Donc, dans le cas de la carte d'identité, voilà, autrefois, les solutions proposaient des scans de la pièce d'identité. Là, on est plutôt vraiment à utiliser la donnée brute, donc le nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, etc. Et c'est ces données-là qui vont être échangées avec
entreprises, des administrations qui font la demande de l'identité. Euh, J'en profite pour revenir sur un sujet, puisqu'on parlait de SSI. L'intérêt, là aussi, c'est donc, comme je disais, reprendre possession de ces données, ce qui veut dire que dans l'usage de ces attestations qui vont contenir donc, toutes les données, donc en l'occurrence de l'identité, c'est de ne partager que les informations qui font sens. C'est-à-dire que si par exemple, euh, je vais sur un site qui demande juste mon nom, prénom pour m'assurer que je suis bien Renaud Murat, pourquoi j'irais transmettre les autres informations de ma pièce d'identité, à savoir mon lieu de naissance, ma date de naissance, etc. De même, si je vais sur un site de vente d'alcool, de cigarettes qui est réservé aux personnes majeures, pourquoi j'irais donner mon nom et prénom? Pourquoi pas juste me contenter de preuves de majorité? Euh, Ça peut être dans certains cas fournir juste ma date de naissance, mais encore mieux, c'est à partir de ces données générer une attestation de majorité. Et dans ce cas-là, je n'ai plus qu'à fournir une attestation de majorité. Et ça me suffit pour aller sur le site pour ensuite acheter mon alcool et mon tabac. Dans cet écosystème, on a trois acteurs principaux. Alors je dis principaux parce que en travaillant sur le sujet au travers des consortiums, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus complexe que cela. Je vous expliquerai en détail, mais globalement, on a effectivement un émetteur. Donc l'émetteur, c'est euh, le, le- le service qui va fournir, qui va générer l'attestation, qui va émettre l'attestation. Donc on pourrait supposer que c'est par exemple effectivement le ministère de l'Intérieur qui va fournir l'attestation d'identité, par exemple, mais pas que. Ça peut être des banques qui vont émettre des IBAN, ça peut être des fournisseurs d'énergie, donc EDF, Engie, qui vont fournir des attestations de justificatifs de domicile, par exemple. Ça peut être des entreprises privées qui vont générer des attestations d'employés. Ça peut être aussi des justificatifs de revenus, etc., etc. Vous voyez que, euh, en fin de compte, ces attestations peuvent couvrir un large euh, panel de documents qui aujourd'hui existent encore sous forme de PDF ou éventuellement sont accessibles par API, mais du coup, elles sont centralisées. Et là, l'idée, c'est que toutes ces données sont dans les mains de l'utilisateur, donc le titulaire qu'on retrouve au milieu, qui va avoir son wallet dans lequel il va pouvoir stocker toutes les attestations qu'il aura demandées auprès des émetteurs. Et ensuite, on a le vérificateur qui va être l'entité qui va demander justement telle ou telle attestation. Donc, l'exemple de tout à l'heure, le site web de vente d'alcool ou de cigarettes qui doit aussi répondre à des besoins de régulation et qui va demander à la personne qui se connecte, qui va faire son achat, de présenter une attestation de majorité, par exemple. Dans le cas des entreprises, on aura donc le même principe. On aura, par exemple, le, d'identité, on va parler d'identité d'entreprise, et donc l'identité d'une entreprise, aujourd'hui en France, c'est le CABIS. Et donc, dans cet écosystème entreprise, on aura la partie entreprise à proprement parler. Aujourd'hui, on est avec le CABIS et on est connecté auprès d'Infogreffe, qui est donc la source de confiance des données sur laquelle on s'appuie pour générer les attestations. On aura l'IBAN, mais on aura également le représentant légal. Et un peu plus tard, on va rajouter aussi, alors pourquoi je dis on va rajouter, c'est parce que tant qu'à faire, autant générer des attestations qui sont conformes à ce que l'on est en train de définir au sein des consortiums européens, parce qu'on est, voilà, on écrit des RFC, on écrit les protocoles, on est en train de définir les schémas. Alors les schémas, c'est la description du contenu d'une attestation.
Si je reprends pareil quelque chose que vous êtes, enfin, que vous connaissez, l'identité, eh bien, le schéma, ça va être dans une attestation, j'ai un nom, un prénom, une date de naissance, etc. Donc, c'est ce que l'on définit et la façon dont la donnée doit être structurée. Et donc, c'est à partir de ce schéma que l'on va générer une attestation. Donc, on travaille sur ces sujets et donc, il y a des sujets aujourd'hui qui sont encore en cours de réflexion par rapport aux entreprises. Pourquoi? C'est parce qu'on a besoin d'uniformiser. Aujourd'hui, en France, on a effectivement donc le représentant légal, mais dans d'autres pays, cette notion de représentant légal n'existe pas. On va parler aussi, par exemple, de power of attorney pour des notions d'habilitation. On va parler de signatory rights pour tout ce qui est droit de signature lorsqu'on représente une entreprise et qu'on va peut-être signer je sais pas, un contrat, un virement, etc. Et donc, aujourd'hui, on est je crois qu'on est arrivé à une phase où les schémas sont définis et on est dans arrivé à une étape où c'est, je veux dire, de la relecture avant que ça soit les schémas définitifs qui devront être ensuite implémentés par comment- tous les éditeurs de wallets et peut-être certainement être conservés par le, un registre de confiance, alors que l'on voit ici au centre. Là aussi, on est en train de travailler dessus parce que c'est pas aussi simple. S'il y avait qu'un seul pays, voilà, on saurait éventuellement, et encore, où pourrait être je dirais, héberger le registre de confiance, mais ici, c'est beaucoup plus complexe du fait d'avoir des spécificités par pays, des spécificités techniques, mais aux dernières nouvelles, il y aurait certaines informations qui seraient dans le registre comment on va dire, de la Commission européenne en tant que registre de confiance sur certains éléments. L'importance ici du registre de confiance, c'est évidemment de s'assurer que lorsque ces trois acteurs communiquent entre eux, ils sachent avec qui ils communiquent et qu'ils sachent que c'est vraiment telle entreprise, tel émetteur, tel vérificateur. Le, Grosso modo, on va stocker dans ces registres l'identité numérique de ces différents acteurs. L'important dans cet écosystème au niveau des attestations, c'est d'une part s'assurer que le titulaire, lorsqu'on il va présenter une attestation, s'assurer que cette attestation provient bien du titulaire, que c'est bien l'attestation du titulaire, mais que ensuite à l'intérieur de son attestation, les données qui constituent cette attestation proviennent bien d'une source officielle. Parce que c'est pas parce que j'ai une attestation que j'en suis le propriétaire que rien ne m'empêcherait éventuellement, si on n'avait pas mis en place ces mécanismes, de changer les informations. Et donc, je vais prendre un exemple complètement farfelu, mais euh, un jeune qui aurait une attestation d'identité et qui voudrait aller sur un gîte d'adulte et qui aurait la possibilité de modifier sa date de naissance pour faire croire qu'il est majeur. Donc justement, tous ces mécanismes sont en place pour éviter ce type de manipulation et de la fraude au niveau du titulaire pour se faire passer pour un représentant légal, présenter un faux cabis, etc. Si on revient à cette notion donc, de wallet, on aura d'un côté des wallets d'entreprise. J'essaierai de faire une démo après pour vous montrer un petit peu l'idée derrière. Donc des wallets d'entreprise qui seront en parallèle des wallets d'individus et pas forcément avec les mêmes besoins. Parce que un individu, a priori, il n'aura juste besoin que de faire des demandes d'attestation auprès de sources officielles et ensuite de présenter ces attestations. Comme ça pourra être à terme peut-être demander une attestation d'avis d'imposition, de revenus, une attestation de diplôme, une attestation de son employeur parce que j'ai un CDI et que je veux faire un emprunt immobilier, donc j'ai besoin de prouver que je suis bien employé en CDI dans une entreprise. Et du coup aussi présenter toutes les attestations auprès, par exemple, d'une banque. J'ouvre un compte aujourd'hui
je vais avoir besoin de présenter une attestation d'identité, de présenter un justificatif de domicile, etc., etc. Côté entreprise, on aura également ce type de besoin, mais également, en tant qu'organisme, j'aurai besoin de faire des demandes de présentation d'attestation. Donc, je dois avoir aussi la possibilité de créer éventuellement ces parcours voilà, je reviens toujours à ce même exemple parce il est facile à comprendre. Je suis un, euh, comment- un fournisseur, enfin, je fabrique des cigarettes électroniques, par exemple. Et donc, j'ai un site de vente et je voudrais m'assurer que les personnes qui vont acheter les cigarettes électroniques sont des personnes majeures. Et donc, du coup, je vais générer une demande de présentation d'attestation de majorité. Donc, du coup, dans mon wallet, j'ai besoin d'avoir un outil qui va me permettre de générer cette demande d'attestation. Alors aujourd'hui, par rapport aux réflexions, on a créé quelques parcours, mais ce sont des parcours qui vont s'enrichir en fonction des cas d'usage et du type d'attestation que les entreprises devront demander lors d'échanges, soit avec des utilisateurs ou soit avec d'autres entreprises. Euh, on on s'appuiera aussi sur des API, parce qu'effectivement, il faut aussi pouvoir permettre de la souplesse à ce niveau-là pour créer ses propres parcours par rapport à des besoins vraiment très spécifiques. Là aussi, une autre spécificité, c'est que le wallet d'entreprise devra aussi pouvoir générer ses propres attestations. Je prends souvent l'exemple de cabinets d'audit, par exemple d'audit financier, qui vont envoyer des auditeurs dans une entreprise pour vérifier les comptes. Eh bien, on peut très bien imaginer que ce cabinet d'audit va générer des attestations d'auditeurs ou d'employés qui vont permettre ensuite, lorsque ces personnes vont se présenter sur site, de prouver qu'ils viennent bien du cabinet et qu'ils sont là en tant qu'auditeurs financiers. Je reviendrai après sur ce sujet parce que c'est également un sujet qui revient très souvent en ce moment avec les fournisseurs d'IAM, parce que eux aussi, aujourd'hui, comme c'est au travers de leurs outils que l'on va faire un contrôle d'habilitation, d'accès, etc., dans une entreprise, le fait de pouvoir avoir un wallet qui va permettre de transmettre une identité et des informations propres à un employé a du sens dans leur parcours, soit d'onboarding principalement, mais éventuellement même dans les outils eux-mêmes. L'un des exemples qu'ils nous donnent souvent, c'est par exemple dans des grandes entreprises qui ont plusieurs structures avec des SI assez complexes, des personnes qui vont euh, changer de poste ou éventuellement qui vont avoir de la mobilité interne. Eh bien, aujourd'hui, ça peut être très compliqué, surtout si j'ai plusieurs annuaires Active Directory, de pouvoir facilement changer cet employé, de recréer ses comptes, éventuellement de pouvoir lui garder des accès sur son ancien poste parce qu'il avait des projets qu'il doit terminer, etc. Et en ce sens, le wallet pourrait être justement une réponse parce que avec le wallet d'entreprise, on pourrait imaginer cette fameuse attestation d'employé qui, du coup, permettrait de transporter l'identité de l'employé d'un site à un autre et de simplifier après toutes ces phases d'onboarding. Dans les pain points que l'on voit aujourd'hui, alors principalement pour les entreprises, je disais tout à l'heure, on voit énormément de fraude au virement. Dans la presse, je pense que tout le monde a entendu ces cas récemment de fournisseurs qui attendent un paiement et l'entreprise, malheureusement, se retrouve avec l'IBAN d'un fraudeur et paye. Alors, je ne sais plus c'était combien de millions, mais voilà, le paiement a été versé non pas à l'entreprise, non pas au fournisseur, mais au fraudeur. Parce qu'aujourd'hui, même s'il existe beaucoup d'outils, et c'est peut-être là où justement le wallet a un rôle à jouer, mais il faudra du temps, c'est que
les différents outils qui sont proposés aujourd'hui sont peut-être pas forcément adaptés et ne permettent pas de s'assurer, dans tous les cas de figure, que les données qui sont transmises sont des données authentiques et surtout qu'elles sont émises par l'entreprise. Aujourd'hui, l'une des plus grandes problématiques, c'est de s'assurer que lorsque je reçois un IBAN et un CABIS de l'entreprise avec laquelle je suis en contact, c'est bien le vrai CABIS de l'entreprise et non pas quelqu'un qui a réussi à le récupérer sur Internet et puis me l'envoie, et que c'est bien l'IBAN rattaché à cette entreprise. Et de même, est-ce que la personne qui est en train de me présenter ces attestations est toujours employée de cette entreprise et qu'elle est habilitée à le faire? Donc, euh, tous ces sujets aujourd'hui sont effectivement des sujets sensibles et sur lesquels voilà, on travaille pour fournir une réponse qui soit à la fois une solution de confiance, mais également des mécanismes qui soient le plus simples et plus transparents pour les entreprises. Euh, alors j'ai quelques exemples, mais aujourd'hui, effectivement, les entreprises qui ont des fournisseurs à l'étranger nous expliquent que les processus pour mettre en place les échanges et pouvoir faire un paiement, c'est enfin, entre 1 et 2 semaines pour pouvoir réaliser le paiement, et en espérant qu'il n'y ait pas des couacs pendant les échanges de données. Donc, c'est des processus qui sont assez longs, qui ralentissent les parcours financiers et avec toujours, pareil, un risque de fraude parce que autant en France, il y a déjà des risques, mais avec les échanges transfrontaliers, comment un employé peut s'assurer que les données qui ont été transmises, donc l'équivalent du CABIS, l'équivalent de l'attestation, enfin en tout cas du document qui prouve que j'ai le représentant légal ou quelqu'un qui est habilité à le faire, sont les bons. Alors, il y a des outils qui sont proposés, mais les outils proposés sont peut-être pas toujours forcément très effectifs, efficaces et peuvent parfois aussi complexifier les parcours. Donc, en tout cas, je dirais l'intérêt du wallet, le vœu pieux que l'on veut proposer, c'est effectivement, comme je dis, c'est quelque chose d'instantané et de confiance. Pourquoi? C'est parce que euh, là, les exemples justement de solutions qui existent aujourd'hui, des fois, c'est des vérifications de documents. Euh, on connaît tous, par exemple, le 2D Doc qui est imprimé sur certaines factures de certains fournisseurs, qui permet, en scannant le QR code, de s'assurer que le justificatif de facture n'a pas été modifié, qu'on n'a pas changé l'adresse, le nom, etc. Mais, je dirais, on passe par un intermédiaire. Le wallet, lui, a pour but de récupérer les attestations à la source. C'est-à-dire que mon justificatif, c'est pas moi qui vais le créer à partir d'un document que j'ai collecté, mais c'est carrément NJ, EDF qui vont être à l'origine de la génération de l'attestation. Donc je sais que j'ai un document authentique, officiel, voilà, qui est produit par la source, comme c'est le cas avec la pièce d'identité. Voilà, donc pour revenir ici sur ce sujet, c'est effectivement voilà, le fait d'éviter tout ce qui est modification qu'il pourrait y avoir entre les générations de documents aujourd'hui qui sont je dirais assez, même si on a des solutions digitales, mais qui sont assez standards, et le fait justement de pouvoir s'appuyer sur les données enfin, fournies à la source et authentiques. Voilà. Alors, pour vous donner une petite idée que j'ai déjà évoquée, pour cette notion d'attestation qui est gérée depuis un wallet d'entreprise par une société, c'est la possibilité de créer elle-même ses propres attestations pour ses employés. On a aussi des cas où euh, on a de la fraude au diplôme, au CV, les certifications. Donc là aussi, c'est des entreprises qui nous ont demandé si ça pouvait être faisable de créer
des attestations d'employés qui permettent après d'être échangées avec d'autres sociétés qui veulent vérifier que un tel employé a bien travaillé en CDI ou en CDD pendant telle période, à tel poste, dans telle entreprise. On a également ce genre de demande qui émane de sociétés d'intérim qui, elles aussi, ont besoin de s'assurer que les personnes qu'elles vont envoyer en mission à droite à gauche ont les compétences qu'elles prétendent avoir. Voilà. Donc, c'est aussi hein, un autre cas d'usage pour le wallet d'entreprise. Et donc, euh, ça permet aux entreprises de pouvoir générer ces attestations, soit des usages pour l'extérieur, comme je citais tout à l'heure avec les cabinets d'audit, par exemple, mais même à l'intérieur de l'entreprise, et notamment dans ces cas où on a une multinationale avec des environnements hétérogènes et permettre à un utilisateur de faire la mobilité. Euh, L'idée va même un peu plus loin parce qu'il y a des réflexions aussi sur le fait d'utiliser son wallet comme un moyen d'accès physique. C'est-à-dire que j'ai mon attestation sur mon application wallet sur le téléphone et avec le lecteur NFC, je pourrais accéder à mon entreprise, je pourrais accéder à la cantine, etc. Vous voyez, enfin voilà, c'est des exemples de cas d'usage que l'on découvre au fur et à mesure. On a par exemple aussi des cas d'usage qui seraient des accès à des sites sensibles. On parle par exemple d'accès à des centrales nucléaires. Aujourd'hui, le le parcours est assez long. On parle généralement de minimum 1 heure pour accéder à un site nucléaire. Donc, lorsqu'on a des personnes qui doivent intervenir, et peut-être, je sais pas, en urgence, en tout cas, c'est minimum 1 heure de perdu à vérifier toute la paperasse derrière, les habilitations, les autorisations, etc. D'autant plus que ces personnes doivent au préalable passer par la gendarmerie pour recevoir également un certain type d'attestation pour s'assurer que ce sont des personnes alors je ne sais plus exactement le terme, on va dire de confiance. Mais voilà, le wallet permettrait justement de simplifier cette étape. Et au lieu de passer plus d'1 heure à vérifier et faire des contrôles de documents, j'aurais juste à présenter mon wallet dans lequel j'aurais ma pièce d'identité, mes autorisations, mes habilitations de sécurité. Si à l'intérieur de la centrale nucléaire, je dois utiliser la grue, que j'ai aussi la certification qui me permet de manipuler la grue, etc., etc. Donc, vous voyez, les cas d'usage sont vraiment très, très larges. Je parle beaucoup, oui. Et donc, voilà, on part ici, c'est un petit exemple de parcours où on va, par exemple, commencer par demander à un utilisateur de faire une présentation d'attestation d'identité. Donc, on a le wallet FIN qui répond à une partie de la problématique, puisque ça ne peut concerner pour l'instant que des personnes qui possèdent une carte d'identité numérique. Mais on peut s'appuyer sur d'autres fournisseurs d'identité, enfin en tout cas de vérification d'identité, ID 360, ID Nao, Hubble, etc., qui sont en mesure de vérifier la pièce d'identité, carte d'identité, passeport, faire une comparaison avec le visage de la personne et du coup permettre de générer une attestation d'identité. Donc ensuite, avec cette attestation d'identité, je peux la présenter à mon entreprise qui, grâce à ces données, plus des informations en interne, va pouvoir générer son attestation d'entreprise qu'ils pourront après utiliser dans l'IAM et permettre aussi de fonctionner, d'être utilisé avec Active Directory, par exemple. Et donc l'idée après, alors c'est pas de remplacer un IM, mais l'idée, effectivement, au sein d'un wallet d'entreprise, c'est également d'avoir des notions d'habilitation. Pourquoi? C'est parce que ce wallet d'entreprise ne va pas être utilisé que par le représentant légal, et d'ailleurs rarement, et pour ne pas dire presque jamais, parce que dans une entreprise à grande taille, ce n'est pas le représentant légal qui va se charger de faire les transmissions de données, ça va être plutôt des employés d'une équipe. Donc, il faut pouvoir redescendre
cette habilitation aux personnes qui sont concernées. Donc, on aura par exemple une habilitation pour le responsable des ressources humaines, pour le directeur financier, pour le directeur de l'IT, etc., qui lui-même va peut-être créer des attestations pour des personnes de son équipe pour leur donner le droit de transmettre un IBAN, un CABIS à une société, etc. Voilà, donc c'est des choses qui sont là aussi en pleine réflexion parce qu'il faut aussi permettre d'avoir des attestations. Hop, excuse-moi, j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Des attestations qui soient compréhensibles dans d'autres pays. Donc là aussi, il y a des réflexions qui sont faites là-dessus. Je vais peut-être passer un petit peu plus rapidement. Combien de temps nous reste-t-il? Euh, L'idée derrière, c'est qu'effectivement, à terme, 500 millions d'utilisateurs utilisent le wallet pour justement simplifier tout ce qui est identité, authentification et autres. Le facteur de croissance, c'est effectivement l'adoption. Aujourd'hui, on a par exemple aux Pays-Bas le gouvernement qui a instauré l'usage du wallet de façon obligatoire par tout le secteur privé, le gouvernement, ce qui fait qu'effectivement l'adoption est complète pour ce pays-là. Mais derrière, c'est effectivement convaincre les utilisateurs finaux, et c'est en ça où il y aura un défi à relever, euh, à voir, parce que l'adoption aujourd'hui du wallet d'identité personnelle, donc le wallet PIN, euh, il se fait lentement. On voit aujourd'hui qu'il y a même euh, un- une velléité à forcer, ou en tout cas proposer aux personnes de renouveler leur carte d'identité, parce que même pour moi, j'ai une carte d'identité dont la fin de validité, c'est en 2030. Et normalement, on doit attendre la fin de validité, ou sauf éventuellement si on déménage, pour pouvoir faire une demande d'une nouvelle carte d'identité ou se la faire voler. Mais aujourd'hui, on pousse les utilisateurs, les citoyens, à pouvoir changer leur carte d'identité, même si ils n'étaient pas obligés de le faire, justement pour pouvoir leur permettre de passer sur le wallet d'identité numérique et après profiter de toutes les autres attestations qui sont disponibles, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le permis de conduire qui a été rajouté, mais d'autres sont à l'étude, quand on ne sait pas du tout. Et c'est aussi la raison pour laquelle des entreprises privées se penchent sur le sujet du wallet individuel. En introduction, je parlais de un wallet par pays, mais euh, il se pourrait qu'effectivement, il y ait plus d'un wallet individu pour des tas de raisons. Soit parce qu'effectivement, l'État ne sera pas en mesure de fournir immédiatement toutes les attestations individuelles qui sont nécessaires, et ils ne feront peut-être pas toutes les attestations individuelles, donc il faudra bien une solution complémentaire, et on aura aussi toujours des personnes qui sont méfiantes, qui auront toujours un doute en se disant, voilà, c'est le wallet de l'État, on va me suivre, on va me tracer, donc puisque j'ai pas le choix et qu'il faut un wallet, alors peut-être qu'ils ne l'utiliseront pas, mais s'ils veulent utiliser un wallet, qu'ils aient au moins une alternative pour pouvoir fonctionner dans cet écosystème numérique. Voilà. Je crois que c'est bon. Ici, voilà, c'est pour vous donner un petit exemple que j'ai évoqué juste avant, où effectivement, on a un fournisseur d'identité, Digital Identity, qui s'est inscrit dans cet écosystème en fournissant à la fois l'IAM et le wallet, et qui permet justement, en intégrant sa solution au travers du scheme, qui est un mécanisme pour les environnements multidomaines, de simplifier les onboarding et la gestion des utilisateurs, des employés au sein de tous les environnements. Voilà, Bien, voilà, je vais m'arrêter là. merci beaucoup à Renaud pour la présentation. Alors, j'arrête.